Salut à toutes et à tous. Je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé Immersion comptable. Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même, étant experte comptable et commissaire aux comptes, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. Pourtant, en vivant cette profession au quotidien, je peux vous assurer que c'est un métier aux multiples facettes, derrière lequel il y a des femmes et des hommes passionnés par ce qu'ils entreprennent. J'espère, avec Immersion comptable, pouvoir partager ma vision de nos métiers. Mais j'ai besoin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permettra de faire connaître Immersion comptable et ça me motivera pour continuer. Je tenais à remercier mon sponsor, hello-digital.fr, sans qui Immersion comptable n'existerait pas. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode d'Immersion comptable. Mais tout d'abord, je vais vous faire une confidence. Je suis vraiment ravie d'avoir lancé Immersion comptable parce que ça me permet de faire la connaissance et surtout de vous faire découvrir différents profils d'experts comptables. Et c'était vraiment le but de mon podcast. Cet épisode, donc le deuxième de la saison 2, il est en 2 parties comme le premier pour pas que ça soit trop long à l'écoute. Donc j'ai bien écouté vos remarques, auditrices et auditeurs. Alors dans cet épisode, j'ai une conversation avec Mathieu Castin. Mathieu, il faut vraiment que vous fassiez sa connaissance par le biais de cet épisode. Pourquoi ? Parce qu'il est le premier expert comptable à avoir créé une société coopérative d'intérêt collectif d'expertise comptable, une SIC d'expertise comptable, et elle est dédiée aux acteurs de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Dans cette première partie, vous allez découvrir le parcours de Mathieu, qui est vraiment pas commun. Par exemple, il a fait un tour du monde en autostop. Oui, en autostop, vous avez bien entendu. Dans cette première partie, il va nous expliquer aussi en quoi consiste l'ESS et il va nous dire pourquoi il a créé une SIC. Il va nous raconter aussi les difficultés auxquelles il a été confronté au moment où il a voulu monter sa SIC. Mais bon, je vais arrêter de parler et je vais vous laisser écouter ma conversation avec Mathieu Castin. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es expert comptable associé au sein de la coopérative Finocop depuis 2015. C'est la première société coopérative d'intérêt collectif d'expertise comptable. Quelle découverte pour moi. Et Finocop est dédié aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, c'est pas vraiment commun d'avoir créé une coopérative pour notre métier et on va en discuter, mais d'abord, on va commencer par parler de toi, pour que les auditrices et les auditeurs puissent faire ta connaissance. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, s'il te plaît ? Oui, Elisabeth, merci. Déjà, merci pour me donner la parole pour ce podcast. Et alors, moi, je suis Mathieu Castin. Donc, j'ai, comme tu l'as bien présenté, cofondé Finocop il y a maintenant 5 ans. On va dire, j'ai un double parcours. Parcours d'expertise comptable assez classique. Finalement, j'ai suivi le cursus DCG, DSCG, DEC. Et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de temps disponible parce que j'étais à l'université. Donc j'ai profité de ce temps pour, on va dire, me poser pas mal de questions sur le sens que je voulais donner aussi à mon métier et à mes actes au quotidien. Donc on va dire que j'ai mûri un long parcours de citoyen qui a commencé par changer un peu ses manières de consommer, d'épargner dans une banque un peu alternative, un peu coopérative, et donner son temps bénévole. Donc j'ai eu la chance de passer du temps dans plusieurs associations, de faire mon stage dans une coopérative, mon stage de DCG. J'ai fait un bilan carbone d'une SCOP, de commerce équitable. Donc de goûter à pas mal d'alternatives. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à faire le lien avec mon métier d'expert comptable. Ouais. Bah oui, à quel point parce que c'est vraiment loin de ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans notre métier. C'est vrai que c'est souvent quelque chose que tu découvres par toi-même et la profession comptable te donne pas forcément la chance de aussi découvrir le secteur associatif, coopératif ou des alternatives sociales et environnementales, voire te déconseille d'aller vers ce champ. Donc c'était plutôt une exploration personnelle. À tel point que je voulais plus être expert comptable pendant plusieurs années, parce que j'ai réalisé aussi un tour du monde, où j'ai rencontré plusieurs projets, j'ai créé une organisation de volontariat international, donc j'étais prêt à me lancer dans l'entrepreneuriat un peu social,
Et finalement, c'est quand je me suis retrouvé avec Bac+5 que je me suis dit, bon, j'ai jamais travaillé en cabinet, c'est quand même dommage de pas réaliser ton rêve. Autant aller jusqu'au bout du diplôme. Voilà. Donc j'ai eu la chance de tomber sur un cabinet qui m'a permis de travailler dans le secteur associatif et fondatif, les fondations, ce qui a été très formateur pendant 4 ans. Donc c'est à partir de là que j'ai émigré à Paris, parce que je l'ai pas dit, mais je suis basé la moitié de mon temps, je vis à Biarritz, ma terre natale, et l'autre moitié à Paris. Et... Ça s'entend pas du tout. Ah, vous m'entendez pas bien? Non, dans le sens de l'accent. Ah ok, on entend l'accent, d'accord. Bon, ça va, alors j'ai pas trop perdu. C'est grâce à... Ah non, pas vraiment. Si ça peut te rassurer, non, ça s'entend bien. Et donc à partir de là, j'ai réussi à avoir le diplôme en 2014, ce qui m'a permis de préparer aussi la création de Finacop, notamment le statut de coopérative d'intérêt collectif, on pourra en parler, qui est un statut qui correspondait, on va dire, le plus avec l'idée que je me faisais d'un mode d'entreprendre tourné vers une utilité sociale, une gouvernance démocratique et une lucrativité limitée. Donc on va dire un partage des richesses. Et à partir de là, donc ça en est suivi les premières difficultés aussi dont on pourra parler, mais l'idée c'était pleinement orienter le cabinet vers des acteurs de la transition sociale et environnementale. Alors il y a 5-10 ans on parlait de SS, on en parle encore, il y a 10 ans on pourrait parler plus de développement durable. Aujourd'hui on va dire les deux esquisses, c'est l'ESS envers qui on s'adresse, et plus largement si je prends le réseau Finacop, on intègre aussi les questions de RSE pour les entreprises plus classiques, on va dire. Ouais, comme tu dis, on va en parler après. Du coup, tu as dit, tu as préparé, donc tu as fait un bilan carbone dans le cadre de ton DCG, c'est ça? Le DCG, hein. Tout à fait. Ah ouais. C'est pas commun, ça. C'était il y a plus de 12 ans. Alors à l'époque, il y avait une seule prof qui a cru à ça, qui me dit oui, vas-y, ce sera un sujet d'avenir. Mais quand je suis arrivé devant le jury, j'ai plutôt eu la réaction inverse, à savoir vous êtes hors sujet, monsieur. C'est pas de la compta, vous êtes trop jeune pour traiter ces sujets-là. Donc heureusement que j'avais eu des bonnes notes à côté, parce que je pense qu'ils m'auraient mis une note éliminatoire tellement ça s'est mal passé. À tel point, je me suis dit, voilà, j'arrête la compta. C'est ça. Tu t'es dit, et aujourd'hui, 12 ans après, on voit qu'il y a une chaire qui s'est créée sur la compta environnementale, où on a 200 experts comptables inscrits, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça courait pas les rues. C'est clair. Et puis en plus, tu as pu donc faire ton DSCG aussi encore en cabinet, enfin pas en cabinet, mais tu as pu le faire dans des structures comme ça, de coopératives. Alors, le DSCG, on va dire que j'ai fait mon stage de DSCG directement dans le cabinet qui m'a embauché pour le DEC. Mais j'ai plutôt eu des expériences bénévoles à côté des études et à côté du boulot d'ailleurs. Ok. Et tu as dit, tu as fait un tour du monde, c'est ça? Oui. Alors j'ai eu un autre blocage assez rigolo avec le recul, qui était le passage du DECF au DCG. Et en fait, j'étais à la faculté de Bayonne, à qui je rends hommage, mais qui n'était pas forcément la plus au courant de tout ce qui se passait dans la réforme. Et en fait, ils ont juste oublié de nous faire passer une unité de valeur, mais justement le stage que j'ai fait dans le bilan carbone. Donc moi, j'ai passé les 3 ans, j'avais tout validé, j'étais persuadé de pouvoir postuler au DSCG à Bordeaux et à Toulouse avec 13 de moyenne. Et en fait, on m'a dit non, il vous manque une unité de valeur. Donc là, j'ai réalisé que j'avais 1 an devant moi juste pour faire un stage de 2 mois. Donc je suis parti, c'est là où dans ma tête, j'ai pas hésité longtemps, et je suis parti en autostop depuis Bayonne jusqu'à New Delhi, en Inde. Ah oui, en autostop, ok. Faut le vouloir. Okay, d'accord. Voilà, j'ai pu réaliser mes rêves de jeunesse, de voyage. D'accord, c'est quelque chose que tu voulais faire depuis quel âge? J'avais pas mal voyagé précédemment. J'avais commencé à voyager aussi seul. Et bon, j'avais toujours été baigné par des récits de voyage aussi qui m'ont poussé à aller vers l'idée d'un tour du monde. Mais je pensais pas que ce serait possible de le réaliser. Et bon, sous la contrainte, finalement, j'ai transformé en opportunité. Et donc, j'ai fait ce voyage-là. Et après l'Inde, je suis parti aussi en Amérique. J'ai fait Mexique, États-Unis, Canada aussi. En autostop aussi. Ah ouais. Donc ça marche partout. D'accord. Oh là là, c'est incroyable. Enfin, je sais pas comment t'as réussi. Moi, j'aurais trop peur. Oh là là. De me lancer comme ça.
Ouais. Mais c'était quelque chose que tu voulais faire, mais pourquoi tu voulais faire ça? Au fond de toi, la petite. Je pense que Petite c'était à idée, la c'était quoi? fois une quête personnelle et puis aussi un Ah, souci de trouver ma voie. Donc d'accord. c'était une recherche un peu spirituelle, une envie de se confronter à d'autres réalités, d'autres cultures, mettre un peu les pieds aussi euh, dans des zones plus pauvres, etc. Donc c'est à la fois une Mhm, recherche du bonheur et puis aussi trouver des alternatives inspirantes pour mon retour en mhm. France. On entend un petit bonhomme derrière? Oui, c'est le petit D'accord. Paco qui est rentré D'accord. de chez la nounou. Ok. Qui vient dire bonjour à son papa. Et oui. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Et qu'est-ce que tu en as tiré de ce tour du monde? Quelle expérience tu en gardes? Pour moi, alors, je dirais que un tour du monde comme ça, ça vous donne, je pense, 5 ans de maturité en l'espace de quelques mois. C'est une école à la fois de la débrouillardise, de la sagesse, du Mhm, partage. Ça donne beaucoup de curiosité, je pense. Ça vous apprend en soi beaucoup de choses. On a l'impression que chaque jour qui passe, c'est un chapitre d'une encyclopédie qu'on parcourt, mhm, une encyclopédie vivante. mhm. Et quand on rentre, on a forcément plein d'envie, plein de curiosité. On a envie de donner en retour ce qu'on a reçu aussi, parce que alors moi c'était un tour du monde plutôt chez l'habitant que en mode Into the Wild, parce qu'en fait l'autostop ça permet d'être invité. Moi j'étais invité 10 fois par jour à dormir chez les gens D'accord. concrètement. Ah ouais, c'est sympa ça. Une fois passé les frontières françaises et italiennes ou en dehors, on est invité. On se rend compte que l'hospitalité elle est très forte ailleurs que chez nous malheureusement. Ouais. Ouais. Mm. Et du coup, ça t'a permis de te recentrer, de finalement revenir en disant ça y est, je sais ce que je veux faire ou pas? Ouais, je pense Revenir. que Ouais. c'était une question que j'avais pas formulée pendant le voyage, mais enfin avant le voyage en tout cas, mais c'est pendant que c'est venu et c'est venu un peu comme une évidence, comme une raison d'être, de me dire j'ai envie d'agir pour mon bonheur et pour celui des autres. Et c'est pas Mhm. incompatible à mon sens. Donc j'avais envie de donner une dimension collective à mon futur projet entrepreneurial et de pouvoir le faire. Voilà, pas que pour moi, mais aussi pour que ça profite pleinement, notamment aux acteurs de l'ESS et aux salariés, D'accord. collaborateurs avec Mais qui je me suis entouré. t'es toujours resté motivé pour rester dans la comptabilité, vers l'expertise comptable. Ça, Ça c'est m'a un pas. peu détourné à un moment de l'objectif, Ah, mais d'accord. quand j'ai réalisé que les structures d'utilité sociale avaient du mal à trouver leur expert comptable, leur responsable en finance, en gestion, en juridique, je me suis dit, il y a quand même un truc à creuser, c'est pas normal, qui est un vide Mhm. béant de fonction support. Donc je me suis dit, c'est peut-être là où j'aurai le plus d'impact finalement pour accompagner ces acteurs. D'accord. Oui, d'être vraiment à l'origine d'eux. Tu vois, Mm. Voilà, d'être là, de les accompagner, etc. de Ouais. faire, ouais, prendre une place qui Mhm. n'existait pas forcément. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier aujourd'hui? Alors je dirais que la dimension humaine, c'est celle qui m'anime le plus. Mhm. C'est faire en sorte que les collaborateurs du cabinet se sentent le plus épanouis possible au quotidien. C'est me lever le matin sans savoir quel projet je vais accompagner, quelle révolution je vais découvrir. D'accord. Donc passer du temps avec les porteurs de projets, diagnostiquer leurs besoins, leurs envies, et puis répondre à leurs questionnements, les accompagner du mieux possible. Mhm. Voilà, et leur faire gagner D'accord. du temps, les soulager dans la gestion au quotidien. Ouais. Ok. Tout à l'heure, tu as dit que donc, Finacop est à Paris, c'est ça? Et toi, tu vis Ouais. à Biarritz. Comment Finacop, tu gères ça au quotidien? ouais, Oui, vas-y, le vas-y. siège, on va dire, historique, pour l'instant, on va dire, c'est Finacop Île-de-France, et puis c'est en même temps la tête de réseau, Mhm. qui pourra peut-être se scinder un jour, et est à Mhm. Paris. Après, on bosse pas mal en itinérance, et on a créé une deuxième coopérative, un deuxième Finacop en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Ouais. Et moi, je suis plutôt sur le côté Pays Basque. D'accord. Mais, et comment tu gères ça au quotidien? Alors, ça n'a pas été la chose la plus facile, mais très vite, il a fallu que je trouve des personnes responsables
à la fois sur le pôle expertise comptable et sur le pôle conseil. Sur le pôle conseil, j'ai réussi à le faire assez vite. Sur le pôle compta, j'ai mis beaucoup de temps à trouver quelqu'un qui avait soit le diplôme, ou en tout cas pas loin du diplôme, et des épaules pour manager, accompagner une équipe de déchiffreuses, comme on les appelle, de comptables. Ça m'a pris 4 ans. Aujourd'hui, après 4 ans, on va dire qu'on a trouvé un rythme de croisière. On a une équipe qui est stable, on a 6 experts comptables stagiaires ou mémorialistes, en plus d'une demi-douzaine aussi de comptables. Diplômés. Donc on est une douzaine. On est entre 12 et 15 sur la compta, et on est 6 sur le pôle conseil, notamment des profils juridiques et plus accessoirement des profils financiers en stratégie recherche de financement. Et ça, c'est plutôt mon dada à moi, ma partie. D'accord. Ok, tu m'as dit déchiffreuse ? Ouais. Des déchiffreuses, c'est... Nous, on aime bien inventer notre jargon et trouver des noms rigolos pour exprimer ce qu'on fait. Donc, les comptables sont des déchiffreuses et accompagnateurs ou accompagnatrices d'entreprises d'organisation de l'ESS. D'accord. Ah oui, j'ai vu aussi sur le site, c'est des finacopines et des finacopains. Ouais, c'est ça. Alors, aussi bien des salariés que des clients. Voilà, aussi. là, c'est plus large. C'est tous ceux qui nous soutiennent. Ouais, tous, en fait, toutes les parties prenantes. Ouais. D'accord. Ah, c'est rigolo. Est-ce que tu as rencontré des difficultés, mais mis à part le fait qu'à un moment donné, entre le DCG et le DSCG, c'est ça ? Ouais. Tu as eu ce tour du monde. Ouais. Et d'autres, tu as rencontré des difficultés dans ton parcours ? Dans mon expérience, peut-être en cabinet, disons que j'avais un profil qui tranchait avec le profil un peu plus standard qu'on attend d'expert comptable dans un monde assez feutré et froid. Donc j'étais plutôt engagé sur des questions écologie, donc je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de recyclage, par exemple, des choses comme ça, des cartouches ou du papier. Donc très vite, j'ai un peu été catalogué, un peu moqué, on va dire. Donc je me suis pas forcément toujours senti un peu écolo du coin, et pas toujours senti à ma place. Donc dans la philosophie, on va dire que je me suis pas totalement reconnu. Donc ça m'a pas forcément poussé à aller rester dans ce genre de cabinet. Donc ça renouait avec l'idée qu'il fallait que je crée mon cabinet. Donc après, dans ma famille, j'ai aussi des entrepreneurs, donc j'avais aussi ça en moi. Donc j'ai attendu le bon moment pour le faire. Et après 4 ans donc, dans ce cabinet, le diplôme en poche, j'étais sûr de pouvoir me lancer. Et là, pour patatras, lors des experts comptables, je m'y attendais un peu, ne connaissais pas les coopératives. Donc quand je les ai sondées, j'ai senti que ça allait pas être une mince affaire d'être accepté par l'ordre, à tel point que la réponse de l'ordre, c'était on refuse votre inscription pour risque d'incompatibilité avec la déontologie professionnelle. En gros, ils connaissaient pas leur sujet, donc ils préféraient ne pas prendre de risques. Oui, ils connaissaient pas trop la coopérative. Ils ont renvoyé vers le national, donc là, à partir de là, c'est une commission nationale indépendante qui s'en est saisie. Donc il y a un magistrat, un commissaire du gouvernement, et puis des experts comptables qui instruisent le dossier. Donc après 7 mois de procédure, contre toute attente, on a obtenu le droit d'exercer, au motif qu'on peut pas discriminer une forme juridique. Voilà. D'accord. Alors, quand tu dis donc t'étais pas tout seul Alors, on va dire que j'étais seul opérationnel, mais on a été plusieurs associés. J'ai eu la chance de compter sur des associés soutiens, même symboliquement. Donc, on était 5 associés au début. D'accord. Et tous experts comptables ? On avait un expert comptable, et d'autres étaient des potentiels bénéficiaires, et on n'avait pas de salariés. Donc, c'était surtout des partenaires, partenaires et bénéficiaires. D'accord. Attends, on va voir après ces termes-là. Ouais. Bénéficiaire et partenaire. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens moins seul, du coup, dans tout ce qui est justement domaine Alors, j'ai pas attendu la décision de l'ordre pour m'entourer. Moi, j'avais pris le choix de lancer le cabinet. Alors, encore une fois, contraint. J'avais pas le droit de facturer quoi que ce soit. Donc j'en ai profité pour faire un tour de France, on va dire. J'ai renoué avec mon sens de la bougeotte, on va dire, mon côté nomade.
Donc pendant les mois qui ont coulé jusqu'à la décision de la Commission nationale, j'ai fait un tour de France dans 10 villes sur l'idée savoir écrire ses statuts soi-même en économie sociale et solidaire, comment écrire un objet social, comment écrire un préambule, comment écrire une gouvernance démocratique, une créativité limitée. Et je trouvais ça passionnant de réenchanter, réhumaniser l'entreprise dès l'écriture des statuts, qui est quelque chose de très froid et poussiéreux et qui a jamais été réinventé en 150 ans à mon goût. Donc j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs centaines d'entrepreneurs, acteurs de l'accompagnement aussi à la création d'entreprises, et de pouvoir faire connaître Finacoop avant son officialisation, et de pouvoir me mettre dans des conditions pour embaucher aussi très rapidement des salariés, parce qu'on avait, et on a toujours d'ailleurs énormément de demandes grâce à ce Tour de France un peu fondateur, qui est arrivé juste après la promulgation de la loi ESS. Voilà, je l'ai pas précisé, mais j'ai eu la chance de démissionner le jour de la promulgation de la loi sur l'économie sociale et solidaire, le 31 juillet 2014, donc j'ai mis le nez bien dedans. D'accord. T'as démissionné du cabinet où t'étais, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et donc, quand t'avais ton objectif t'étais motivé pour avoir ton diplôme parce que tu savais que tu voulais créer ce type de structure. Absolument. Ah, d'accord. Oui, donc ça, c'est une bonne motivation pour l'obtenir du premier coup, en fait. Ouais, j'ai passé 3 matières d'un coup, et je suis un peu radical, moi, et j'ai démissionné pour pouvoir le faire bien comme il faut. Puis écrire un mémoire qui allait me servir aussi par ailleurs. J'avais écrit mon mémoire sur les stratégies de financement des associations en phase de développement. Ouais. J'ai vu qu'il était disponible. Ça, c'est sur ton CV qui est sur LinkedIn. Ouais, il est disponible sur le site web de Finacoop. Il est en Creative Commons, donc c'est la même licence que Wikipédia. Il est d'accès, de modification, de partage. Ouais. Et attends, j'allais dire un truc, ça m'est sorti de la tête, mais c'est pas grave, ça reviendra. Ça reviendra. Ah oui, donc l'ESS. Est-ce que tu peux nous expliquer, sans vraiment faire un cours, qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? Alors, je dirais qu'il y a, historiquement, on va dire, c'est un mouvement, hein. C'est un mouvement d'organisation qui s'est construit par des statuts. Donc, c'était les coopératives, associations, mutuelles, fondations qui formaient l'ESS, jusqu'à la loi 2014 qui désormais l'a élargi aux sociétés commerciales. Donc, on peut être une SAS, une SARL de l'ESS. Donc, ça ne tient plus au statut, ça tient plus que au statut, ça tient aussi, si on est une société commerciale, aux 3 points que j'ai dictés, donc le pourquoi, l'utilité sociale, la gouvernance partagée, à minima consultative, et la lucrativité limitée, donc c'est la mise en réserve majoritaire des bénéfices. Et si on veut aller plus loin, c'est aussi la limitation des salaires. Des salaires, ouais. Voilà, après... on en reparlera après, mais j'ai vu les statuts de Finacoop. Tout à fait, donc ça se veut à la fois inclusif, le plus inclusif possible, c'est l'esprit de la loi, hein, et tout en restant engageant, pour pas dire contraignant. Attends. Voilà, garder des principes assez forts pour pas que ce soit dévoyé. Ok. Du coup, pour un expert comptable, ça signifie quoi l'ESS? Alors, toi, concrètement, c'est comme ça se passe. Ouais, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que la définition de la loi définit l'ESS comme un mode d'entreprendre et un mode de développement économique. Donc, il faut le voir non pas comme un secteur, à mon sens, mais plutôt comme, alors d'un point de vue micro, c'est une manière d'entreprendre, et macro, c'est un mouvement en tant que tel, qui a vocation à irriguer tous les secteurs d'activité. C'est pour ça que moi, je refuse un peu le mot secteur. Je trouve que c'est plutôt un champ qui peut être incarné par n'importe quelle profession, n'importe quel métier. Et chaque personne peut donner sa vision, sa définition de l'ESS et l'incarner à sa manière. Nous, ça va être avoir exclusivement des clients de l'ESS, en tout cas à Paris, Finacoop Paris. Ça va être travailler avec un prestataire de paye qui est une entreprise adaptée, donc des personnes en situation de handicap qui réalise les bulletins de paye. Ça va être partager tout le contenu qu'on produit au quotidien, qui d'habitude est tenu secret par les cabinets. Nous, on le rend totalement disponible et libre.
en Creative Commons, comme je le disais pour mon mémoire. Donc partage des connaissances sur le principe des communs, le mouvement des communs, et ça peut être aussi faire du plaidoyer, du lobbying pour améliorer le cadre entrepreneurial de l'ESS, notamment le cadre législatif. Voilà, tout ce qui permet à l'ESS demain de pouvoir émerger et se développer et changer d'échelle. D'accord. Et c'est quoi la différence avec la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises? Alors, je dirais que ça peut se compléter et parfois un peu être en concurrence. Il faut pas le voir que négativement, même si on parle souvent de social washing ou greenwashing. Je pense que alors la RSE, c'est défini comme une manière pour les entreprises, on va dire entre guillemets classiques, d'intégrer des préoccupations sociales et environnementales dans leur mode de fonctionnement, sans forcément en faire une raison d'être. Alors désormais, depuis la loi Pacte, on peut avoir une raison d'être dans ces statuts, voire on peut être une entreprise à mission qui a un statut plus engageant. Donc avec une RSE un peu engageante et forte, mais on peut tout simplement se contenter d'avoir quelques critères et juste communiquer et volontairement avoir plus ou moins d'engagement. Et alors que l'ESS vient plutôt comme de manière majoritaire, voire plus que majoritaire si on va vers l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, vers à la fois l'utilité sociale, une gouvernance démocratique forte et un partage des richesses. Donc c'est le degré d'engagement, on va dire. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est peut-être plus profond que la RSE. Ouais. Après, on a des acteurs de la RSE qui peuvent venir être en partenariat, financer des entreprises de l'ESS. C'est pour ça que je dis que ça peut aussi se compléter. Ouais. Alors tu parles d'acteurs, mais qui sont les acteurs de l'ESS ? Alors les acteurs de l'ESS, je pense que tout le monde en connaît, sans forcément s'en rendre compte. Oui, c'est ça. Historiquement, sans forcément, c'est ça qui est important, sans s'en rendre compte. Vas-y, dis. Alors, on peut dire qu'il y a chaque époque a été marquée par une génération d'entreprises de l'ESS. Si on prend les plus anciennes, ça va être les coopératives ouvrières, les SCOP, les coopératives agricoles, les coopératives bancaires. Alors, vous pourriez me dire, aujourd'hui, elles ont pas mal perdu leur âme. Pour certaines, on a oublié que 60% des banques aujourd'hui sont des coopératives et parmi elles, les plus grosses du monde sont françaises. D'accord. Alors voilà, les nouveaux, je dirais, il y a d'autres générations, comme par exemple les années 80, c'était plutôt les entreprises d'insertion, la finance solidaire, l'époque où il y avait le chômage de masse, puis progressivement tout ce qui est les AMAP, le commerce équitable. Donc c'est plutôt des mouvements. On va dire que dans l'époque récente, c'est plus des mouvements que des statuts. Bien que des statuts récents, on a eu la fondation dans les années 80, le fonds de dotation plus récemment. Et après, dans les mouvements actuels, on voit tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est tourisme alternatif, tout ce qui est logiciel libre, par exemple. Voilà. D'accord. Ok, j'espère que c'est plus clair pour les auditrices et les auditeurs, déjà. C'était pas un cours magistral, mais l'idée, c'était vraiment de comprendre ce que c'était l'ESS. Et surtout, maintenant, on va parler du pourquoi Finacop, pourquoi tu as créé une coopérative d'expertise comptable. Bon, même si on en a déjà un peu parlé avant, mais est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît ? Alors, l'idée, pour moi, c'était donner ces lettres de noblesse à la coopérative, vraiment rechercher une équation un peu statut, mais pas que, statut, valeur et pratique au quotidien. Moi, j'avais vraiment à cœur de pouvoir incarner un fonctionnement coopératif, ce qui peut être le reproche des coopératives, c'est de s'arrêter au statut, et j'entends souvent statut fait pas vertu. Moi, je suis pas forcément d'accord avec cette exception. Je pense que les statuts, c'est aussi la garantie de pas faire totalement n'importe quoi. Mais c'est une incitation à aller vers un mode de fonctionnement qui est coopératif. Voilà, au quotidien. Donc l'idée, c'était d'aller à la fois vers un statut, mais aussi une gouvernance partagée qui est un peu la pierre angulaire du statut coopératif, en tout cas dans l'esprit. Donc au quotidien, pouvoir avoir un mode de fonctionnement qui soit horizontal, sans gommer les verticalités qui peuvent exister, parce qu'on est quand même on est une coopérative SA, donc on a un PDG, on est quand même dans le droit du travail, donc il y a une relation aussi employeur-salarié qu'il faut pas nier. Mais c'était sur les prises de décision, d'être au maximum en co-décision. Ça veut pas dire être
tous ensemble pour décider de tout. Hein. Puis il y a plein de manières de décider par petits groupes. Ça veut dire être informé, transparent au maximum dans nos modes de fonctionnement, former les personnes aussi, à la fois au savoir-faire, parce que apprendre un métier c'est compliqué déjà, et au savoir-être, parce qu'en plus, entre guillemets, on incite les gens à s'impliquer dans la coopérative, donc ça nécessite d'être formé, de se sentir légitime. Voilà. Et après tout ce qui est donc animation des fonctions support qu'on se partage au quotidien. Aussi, ce qui permet, dans les bons côtés, un PDG comme moi, de aussi se reposer sur des équipes, hein, et donc de pas être tout seul à tout gérer, à tout assumer. L'idée, c'est ça, hein, la coopérative quand même. Pardon ? Pas de trouver. L'idée, c'était ça aussi, la coopérative, de pas. Ouais, il y a un peu l'idée de l'autogestion, de la co-gestion, ouais. Voilà, de pas se retrouver seul sur les grandes toutes les décisions, qu'elles soient petites ou grandes d'ailleurs, et avoir toute la charge mentale, etc., quoi. Ouais. On peut dire que c'est un cabinet d'expertise comptable. Ouais, c'est notre métier. Ah, d'accord. Ok. Non, je savais pas si on vous disait une coopérative d'expertise comptable ou un cabinet. On peut dire un cabinet d'expertise comptable. Okay. Tu peux. Ok. Donc tu parlais tu parlais de formation, etc. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une formation spécifique, tu penses, pour intégrer une coopérative d'expertise comptable ou pas ? Je pense que il y a deux facettes. Il y a déjà de la méthode. Je pense que ça s'apprend assez facilement. Hein. La manière de décider collectivement, les manières de se répartir les rôles, d'animer des réunions, de participer activement à des réunions, parce qu'il y a plein de types de réunions selon qu'on fait de la décision, de la créativité, des élections un peu originales sans que ce soit des scrutins classiques. Et après, il y a surtout, je dirais, des postures. Donc, c'est un état d'esprit avant tout. Ouais. Et aussi des qualités personnelles. Alors, c'est là où ça peut soit très bien se passer, soit pour certains qui ont soit des conditionnements, ou peut-être des blessures personnelles non résolues, ça peut bloquer certaines personnes. Donc, faut être conscient que c'est un processus qui quand même invite à se remettre beaucoup en question, parce que on essaie de mettre l'ego, pas de le supprimer, mais de le mettre à la bonne place, parce qu'on se dit beaucoup les choses. On essaie de pas trop se laisser emporter par les émotions, même si les émotions ont toute leur place dans ce processus-là. De laisser la parole aux autres, d'être dans l'écoute active et pas que pas que dans la prise de parole. Donc ça, en mode écoute seul. Ça invite beaucoup à gommer ses défauts. Ouais, quand on a préparé l'épisode, parce qu'on s'est entretenu la semaine dernière, tu m'as dit qu'il fallait avoir réglé ses problèmes avant d'intégrer une coopérative comme ça. Ouais, on met ça dans nos offres d'emploi. Pour rigoler, mais c'est un peu vrai aussi. D'accord. C'est vraiment une autre façon de voir, pas de voir le métier d'expert, mais en général de voir le travail en fait. Ouais. De voir son travail, quoi. Ok. Et alors, ça consiste en quoi le fait d'accompagner des acteurs de l'ESS ? Qu'est-ce que c'est au quotidien ? Alors, je pense que l'ESS a plusieurs forces. Je dirais, c'est déjà le côté humain, hein, qui donne beaucoup de sens à ce qu'on fait, parce que on peut vraiment échanger avec des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, qui mettent en avant beaucoup les valeurs. Elles viennent aussi nous voir pour la question des valeurs, ça joue beaucoup. Donc ça crée une communauté aussi de valeurs et d'intérêt d'aller dans le même sens. Après ça, je pense que c'est un domaine qui exige une bonne connaissance. Alors c'est à la fois technique et aussi je dirais écosystémique, parce que c'est il faut savoir qu'il y a tout un écosystème d'acteurs de l'accompagnement, des incubateurs, des accélérateurs, des financeurs. Il y a beaucoup de financeurs solidaires. C'est assez spécifique pour le coup. Et on a la chance d'avoir beaucoup de financeurs en France pour ce champ-là. Et sur l'aspect technique, je dirais que plus on est capable de creuser les problématiques et plus on peut adresser des questions larges. Et peut-être la force de l'ESS, c'est de pouvoir s'asseoir plus facilement sur un expert comptable. Alors pour ceux qui hésiteraient à venir dans l'ESS, je leur dirais, il y a toutes les raisons que
que ça marche mieux que d'autres entreprises, c'est que souvent on a des personnes qui, alors soit veulent pas prendre tout seul la responsabilité, notamment des dirigeants d'associations, de coopératives dont c'est pas forcément le métier, donc ils ont tout intérêt à s'entourer d'un expert comptable qui est impliqué. Ils ont l'habitude de rendre des comptes, donc rendre des comptes à leurs financeurs notamment, par rapport aux subventions ou même d'autres financements. Oui, bah oui. Donc c'est aussi un enjeu de pouvoir avoir des comptes de qualité, donc on fait plus facilement appel à un expert comptable. Après, je pense qu'il y a des problématiques si on va sur des questions juridiques, fiscales, etc., plus que comptables. On peut vite se retrouver à hybrider les modèles entre associations et une filiale SAS ou une coopérative, ou à hésiter entre plusieurs formes juridiques. Donc, il peut y avoir pas mal de questionnements et toute la fiscalité qui va autour. Et les sujets de financement. Donc, des besoins de conseils, il y en a plein. Et après, je pense que il y a un souci de partager la responsabilité, des dirigeants. Et je pense un autre aspect aussi, c'est que souvent c'est pas des gens qui sont tout seuls. C'est pas comme un entrepreneur qui viendrait vous voir tout seul et vous dirait voilà, j'ai pas beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous pouvez faire? Là, on a des gens qui sont en collectif et déjà c'est un autre rapport quand c'est pas notre argent personnel qu'on met en jeu. Donc on peut faire aussi plus facilement appel, je pense, à un expert comptable. D'accord. Ouais. Et tu penses qu'il y a besoin d'une formation spécifique pour pouvoir accompagner les acteurs de l'ESS ? Je dirais, alors, oui, ça s'improvise pas. Oui. D'accord. Toi, tu as d'expérience. Oui, alors nous on forme des cabinets comptables, on réalise des partenariats, on fait de l'incubation pour ceux qui veulent vraiment devenir experts, voire répliquer des modèles similaires, voire répliquer un Finacop. Et on a plusieurs modules de formation, ça peut être ESS et fiscalité, ESS et juridique, ESS et financement solidaire, ESS et comptabilité. Si on prend ne serait-ce que les associations, il y a un plan comptable associatif qui est majoritairement, je trouve, pas connu des experts comptables. Donc rien que ça mérite une formation à part entière. Ouais, c'est clair. Et c'est combien de temps d'incubation ? L'incubation, on a pu en faire... le plus rapide, c'était 3 mois. La plus longue, c'était 1 an et demi. Donc, ça va vraiment dépendre de la maturité des personnes, de leur peur aussi, de leur aversion à l'entrepreneuriat, notamment à se lancer à leur compte. Donc, la personne la plus longue, elle est sortie il y a pas longtemps. Elle est restée 1 an et demi chez nous. Après, ça va être pas forcément à temps plein. Hein. Ça peut être temps partiel, mi-temps ou moins. Ça dépend vraiment des personnes. D'accord. Et créer justement cet incubateur pour les experts comptables, est-ce que c'est un peu la réponse que tu aurais voulu, c'est ce que peut-être que toi tu aurais voulu avoir au moment où tu as créé Finacop? C'est une réponse à ce manque que tu as eu au début? C'est vrai. Moi, j'ai cherché dans la nature des experts comptables qui embrassaient l'ESS vraiment en sens large, hein, pas que spécialisés soit sur les assos, soit sur les coops. Et j'en ai pas trouvé. Très concrètement. Et donc, c'est à partir de là, c'était assez compliqué de trouver un peu un mentor à minima, pour pas parler d'un cabinet, mais qui pouvait me pousser un peu dans mon aventure. C'est ça, parce que quand on a échangé pour préparer l'épisode, tu m'as dit que tu avais eu des difficultés au début parce que tu étais tout seul. Exactement. J'étais complètement seul. Donc... et surtout que tu venais plus du monde associatif que du monde coopératif, et du coup... c'était pas évident. Mais comment t'as fait alors comment t'as réussi à t'informer, à trouver les informations nécessaires? Alors, j'ai eu un expert comptable qui a cru dans le projet, qui lui s'interrogeait sur le statut de scope depuis pas mal de temps et qui avait pas mal étudié le modèle Sendex, qui est la première coopérative d'expertise comptable historiquement. C'est une scope. Nous, on est une SIC. Et donc, je pense que si Sendex n'avait pas existé, si j'avais pas eu connaissance de leur statut, grâce à lui, j'aurais eu plus de difficultés à déjà créer Finacop et bien savoir écrire les statuts, etc. d'un point de vue déontologique. Voilà. Après, d'un point de vue métier, comme je l'ai dit, j'ai quand même eu la chance de me former pendant 4 ans dans un cabinet qui était quand même très impliqué sur le secteur associatif, en tout cas, dont le portefeuille était beaucoup représenté par les associations. Ouais. D'accord. J'espère que cet épisode d'Immersion comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires.
Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Immersion comptable.